L'histoire de l'aéropostale puise son origine dans le rêve d'un homme. Ingénieur et industriel, Pierre-Georges Latécoère, dès la fin de la Première Guerre mondiale, décide de créer une ligne aérienne de fret postal entre Toulouse et Buenos Aires. Au départ de Toulouse-Montaudan, la ligne file vers l'est, bifurque vers le Perthus, poursuit son tracé le long de la côte espagnole, franchit le détroit de Gibraltar pour passer en Afrique, atteint Casablanca puis Dakar au Sénégal, ouvrant la route vers l'Amérique du Sud. De jour, la navigation se fait à vue grâce à des éléments de paysage bien identifiables, comme le canal du Midi, ou bien en suivant le relief des côtes. La nuit, ou par temps de brume, les pilotes sont guidés par les signaux lumineux de phares érigés tout au long de leur route, espacés d'une vingtaine de kilomètres les uns des autres. Après l'aérodrome de Toulouse-Montaudan, le premier repère se trouve sur la colline de Baziège et dont on voit encore les vestiges. 20 km plus loin, voici qu'apparaît le phare de Montferrand, dominant la plaine du Lauragais. Le phare de Montferrand a été mis en place en 1927 par le ministère de l'Air dans le cadre d'un plan national d'installation pour l'aviation. Il est constitué d'un pilier de 13 mètres de hauteur, en béton armé. Une échelle permet l'accès à la plateforme, supportant une structure métallique de forme conique. C'est là qu'étaient fixés les 6 tubes au néon en forme de U. Le choix s'est porté sur l'éclairage au néon pour sa lumière rouge-orangée et sa faculté d'allumage et d'extinction instantanée permettant d'émettre un signal morse lumineux. La nuit, la couleur rouge se repère mieux parmi les éclairages blancs environnants. De plus, elle perce très efficacement la brume. Un système mécanique permettait de séquencer en alphabet morse l'alimentation électrique des tubes. Lettre R pour Montferrand. Point, trait, point. Ce type de phare au néon fut utilisé de 1927 à 1939. Rallumé après la Seconde Guerre mondiale, il deviendra rapidement obsolète, remplacé par les instruments de radionavigation. Pour activer ces phares, le pilote déposait une demande d'allumage auprès du commandant de l'aérodrome de Francazal près de Toulouse. Celle-ci était alors transmise par téléphone ou télégramme auprès du gardien du phare chargé de l'entretien et de l'allumage. Qu'il soit instituteur, agriculteur, artisan ou comme à Montferrand, M. Pinel, garde champêtre, le gardien devait être disponible et habiter à proximité du phare. Pour le service rendu, il recevait une compensation financière. D'autres types de phares jalonnaient la ligne de l'aéropostale, comme les phares d'aérodrome à éclipse blanc, ou des phares complémentaires installés par l'aéropostale, comme celui du Perthus à éclat blanc. Autant d'indications qui permettaient au pilote de connaître sa géolocalisation. Le phare de Montferrand est l'un des vestiges le mieux conservés de cette ligne qui traverse notre région. Ces paysages, ces horizons que nous voyons aujourd'hui sont les mêmes que sillonnaient, au péril de leur vie, ces intrépides pionniers de l'aviation. Les plus célèbres avaient pour nom Henri Guillaumet, Jean Mermoz ou encore Antoine de Saint-Exupéry. La ligne de l'aéropostale poursuit sa route vers l'est. Les villes et villages se succèdent avec leurs phares aux lumières rouges ou blanches, séquencés en signal morse. V, Z, O, W, L pour les en Corbière, etc. Un fléchissement au sud maintenant vers Fitou, Perpignan, et voici la frontière avec le Perthus. L'aventure se poursuit vers le continent africain, et bientôt la grande traversée vers l'Amérique du Sud.